ou un terme emblématique du mouvement anti-binaire, c'est d'affirmer que le sexe est assigné à la naissance. Bon, la réalité scientifique, biologique, est que le sexe est déterminé à la fécondation. C'est-à-dire que c'est au moment de la fécondation que le sexe va se déterminer. À la naissance, le sexe est constaté. Et il est constaté et il est vrai dans 99,98% des cas. Anne Fausto-Sterling, professeure de biologie et d'études des genres, a été la première à proposer, en 1993, 3 nouveaux sexes, en plus des mâles et des femelles. Ces nouveaux sexes étaient attribués à des sous-groupes d'individus dits intersexes. Les individus intersexes ont des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions types des corps masculins et féminins. Selon Fausto-Sterling, les 3 sous-groupes d'intersexes méritent d'être considérés comme des sexes supplémentaires. Les particularités du développement sexuel des personnes dites intersexes sont naturelles. Elles ne peuvent pas être considérées comme étant normales du fait de leur très grande rareté. Également, elles ne peuvent pas être considérées comme étant saines, puisqu'elles affectent souvent la santé et le bien-être des personnes. En ce sens, il est justifié de les considérer comme étant des anomalies ou des troubles du développement sexuel qui peuvent éventuellement nécessiter une intervention médicale. En 2018, Fausto-Sterling réitère que 2 sexes n'ont jamais suffi à décrire la variété humaine. Et, s'inspirant des travaux du psychologue John Money sur les personnes intersexes, elle ajoute que le sexe biologique n'est pas simplement dichotomique, il est complexe et à plusieurs niveaux. On parle alors de sexe chromosomique, de sexe gonadique, de sexe hormonal, de sexe cérébral et de plusieurs autres sexes. Cette vision inutilement complexe de l'intersexuation et du sexe en tant que tel est essentiellement anti-binaire et favorise l'idée d'un continuum, concept que nous examinerons dans la prochaine vidéo. Dans une autre étude, Fausto-Sterling et ses collègues ont estimé à 1,7% la proportion de personnes qui vont naître avec un sexe ambigu. Les études subséquentes ont rabaissé cette valeur par un facteur de 100, c'est-à-dire à 0,02% de la population humaine. Pourquoi? Parce que plusieurs des troubles du développement sexuel vont résulter en des individus qui produiront des gamètes mâles ou femelles, tout en ayant des organes génitaux externes distinctement mâles et femelles. Malgré le correctif à la baisse, le chiffre de 1,7% est répété ad nauseam dans les publications antibinaires afin de mousser artificiellement l'importance de ce groupe. La question scientifique importante ici est d'établir si une personne intersexe appartient vraiment à un sexe distinct de mâle ou femelle. Selon la définition du sexe, les personnes intersexes cadrent très bien soit à l'intérieur des mâles, soit à l'intérieur des femelles, sauf pour une minorité d'individus où on doit aller un peu plus loin que l'apparence des organes sexuels externes pour définir le sexe.
mais ils sont des mâles ou des femelles. Pour répondre à cette question, il faut quelques notions de base en génétique et en développement sexuel humain. La définition universelle des sexes est liée à la présence d'individus ou de morphologies qui produisent deux types de gamètes de taille distincte. La fécondation est le stade de la reproduction sexuée consistant en la fusion des deux types de gamètes pour former un zygote, qui est donc la première cellule d'un être vivant. Chez l'humain, chaque gamète fournit une copie des 23 chromosomes parentaux. Donc, le zygote contiendra une paire de chaque chromosome. La 23e paire est porteuse des chromosomes sexuels et aura la forme XX chez la femelle et XY chez le mâle. Jusqu'à la 7e semaine de gestation, le système reproducteur est dit indifférencié, c'est-à-dire qu'on y observe des composantes embryonnaires des deux systèmes reproducteurs. Par la suite, ce sera l'expression d'un gène, le gène SRY, situé sur le chromosome Y, qui initiera la cascade génétique et hormonale masculine qui va aboutir à la formation du système génital mâle, tout en bloquant la cascade féminine équivalente. Si la 23e paire est XX, alors en l'absence du gène SRY, plusieurs autres gènes initieront la cascade génétique et hormonale féminine vers le développement du système génital femelle, tout en bloquant la cascade masculine équivalente. Chez les personnes intersexes, des anomalies de nature chromosomique, hormonale ou génitale du système reproducteur vont se produire durant le développement de l'embryon et vont avoir diverses conséquences sur la morphologie et la physiologie des individus. Voici quelques exemples pour visualiser ce phénomène. Mon premier exemple regroupe des personnes qui ont des chromosomes sexuels qui ont une forme autre que le classique ou le typique XX ou XY. C'est le cas, par exemple, des personnes qui naissent avec le syndrome de Klinefelter, le syndrome de Turner, le syndrome de Jacob ou le syndrome XXX. Ces anomalies chromosomiques ont diverses répercussions sur la morphologie et la santé, mais les organes génitaux, souvent fertiles, produiront des gamètes mâles, par exemple chez les personnes XXY et XYY, ou femelles, chez les personnes X0 ou XXX. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté au niveau de l'identification sexuelle. Deuxième exemple, des personnes avec XY, donc mâles, qui ont un trouble du développement sexuel qui est lié à l'absence d'un gène. Ce gène synthétise normalement une enzyme. Cette enzyme s'appelle la 5-alpha-réductase, qui est nécessaire pour la formation et la descente des organes sexuels externes mâles. Les personnes qui n'ont pas cette enzyme auront des testicules internes qui seront fonctionnels, mais les organes sexuels externes seront ambigus ou plus ou moins féminisés. Un examen chromosomique ou morphologique permet d'identifier le sexe de l'individu, c'est-à-dire qu'il va être identifié comme étant mâle. Donc, aucune ambiguïté au niveau de l'identification sexuelle. Troisième exemple. Celui-ci va traiter de personnes qui ont une forme chromosomique typique XX, donc des femelles, qui ont un désordre hormonal. C'est une mutation sur un gène situé sur un chromosome qui est non sexuel, qui va provoquer un développement anormal des glandes surrénales, dont les sécrétions vont provoquer une cascade de réactions qui va ultimement entraîner un surplus de production d'hormones androgènes. On parle notamment de la testostérone. Ceci va provoquer divers symptômes, incluant une virilisation des organes génitaux. Par exemple, on va avoir un clitoris qui va être anormalement gros, on va avoir une fusion partielle des lèvres, une fusion labiale partielle. On va avoir aussi possiblement une atrophie du vagin. Mais malgré ceci, le fœtus va développer une morphologie qui va produire des gros gamètes. Donc, l'individu est femelle.
Cette idée d'utiliser des anomalies, d'utiliser la rareté pour remettre en question la binarité sexuelle, ça n'a aucun bon sens. Ces anomalies, et il y en a une quarantaine, vont donc produire une gamme de morphologies du système reproducteur qui vont être plus ou moins atypiques. Mais est-ce qu'elles forment de nouveaux sexes? La réponse à cette question est non. Voici pourquoi. Peu importe la nature chromosomique, hormonale ou génitale des particularités développementales des personnes intersexuées, lorsque ces personnes sont fertiles, elles produiront seulement un des deux types de gamètes connus, mâle ou femelle. Ces personnes ne remettent pas en question la binarité sexuelle. Il n'y a pas de troisième gamète. Deuxième raison pour laquelle ce ne sont pas des sexes distincts. L'existence d'anomalies chromosomiques. Par exemple, XXX, XXY, etc. fait souvent partie des arguments antibinaires pour indiquer qu'il y a plus que deux catégories sexuelles. Mais le système des chromosomes sexuels est un déterminant qui guide le parcours du développement sexuel vers un système reproducteur mâle ou femelle. Le déterminant d'un parcours développemental n'est pas le sexe. Le sexe se définit par le type d'un gamète qu'un individu va produire pour créer un nouvel individu par fécondation. Peu importe si le système chromosomique d'un individu est typique ou atypique, le déterminant sexuel agit en fonction du résultat de la fécondation et dicte la recette pour développer un individu mâle ou femelle. Donc, le déterminant sexuel est une conséquence du sexe et n'a rien à voir avec la définition du sexe. Malheureusement, il est d'usage chez les activistes antibinaires de définir le sexe en amalgamant des arguments liés aux conséquences du sexe, ce qui n'a rien à voir avec la définition du sexe. Un autre argument qui appuie le fait que la définition du sexe ne peut pas être chromosomique est que le système XXXY qu'on retrouve chez les humains n'est pas universel chez les espèces sexuées. Par exemple, chez les oiseaux, on retrouve le système chromosomique ZZ-ZW, où ZZ produira des mâles et ZW produira des femelles. Ailleurs, par exemple chez plusieurs crocodiliens et tortues, c'est la température d'incubation qui déterminera le parcours du développement sexuel. Ainsi, les œufs d'une ponte soumise à de basses températures, par exemple à la marge de la ponte, vont produire des mâles, alors que les œufs soumis à de plus hautes températures, par exemple au centre de la ponte, produiront des femelles. Et il existe plusieurs autres systèmes en nature. Donc, ce système chromosomique qu'on retrouve chez l'humain ne fait pas partie de la définition du sexe. Troisième raison pour laquelle les personnes intersexes ne sont pas de nouveau sexe. Si une personne intersexuée montre des tissus d'un ovaire et des tissus d'un testicule, c'est-à-dire on va parler ici du syndrome ovotesticulaire, on utilise parfois le terme hermaphrodite. Les adeptes du mouvement antibinaire affirment que c'est la preuve de l'existence d'un troisième sexe. Il n'en est rien. Pourquoi? D'une part, l'utilisation du terme hermaphrodite est proscrite, puisqu'il s'agit chez l'humain d'une anomalie développementale, alors que chez les véritables hermaphrodites, par exemple certains escargots, on va avoir des systèmes reproducteurs qui ont évolué vers cet état. Ce statut d'anomalie chez l'humain est d'autant plus vrai que normalement, les mécanismes génétiques et hormonaux du développement sexuel d'un sexe inhibent activement le développement des tissus et des organes de l'autre sexe. Donc, l'hermaphrodisme est impossible chez l'humain. Très peu de cas du syndrome ovotesticulaire ont été documentés. On parle ici de 500 cas pour toute la population humaine. Et habituellement, l'ovaire est la seule gonade fonctionnelle. De toute façon, même si un humain produisait des gamètes mâles et des gamètes femelles, ou s'il les produisait en séquence, comme chez le poisson clown, ces gamètes seraient, comme chez ces animaux d'ailleurs, toujours typiquement mâles ou femelles. L'hermaphrodisme n'est donc pas une preuve de non-binarité du sexe. Ce n'est que l'illustration du fait que le système de sexe binaire peut s'exprimer de différentes façons,
parmi les espèces sexuées. En résumé, les personnes fertiles ayant une des 40 et plus anomalies et variétés du développement sexuel vont produire des gamètes mâles ou femelles. Il n'y a pas de troisième type de gamètes et ces personnes n'appartiennent pas à un troisième, quatrième ou cinquième sexe. Elles s'inscrivent dans la variabilité des morphologies humaines liées à chacun des deux sexes. Si le porteur d'une anomalie développementale est stérile, son sexe est habituellement facilement identifiable avec l'aide d'autres marqueurs sexuels, comme exemple la formule chromosomique, le taux d'hormones ou la structure des gonades. Il n'y a rien de nouveau dans ce que j'explique. Je veux dire, c'est déjà connu. La question de la nature des personnes intersexuées s'inscrit dans un débat idéologique plus large qui vise essentiellement le rejet de la réalité binaire du sexe. Ce débat n'a rien de scientifique. Non seulement on veut déconstruire la binarité en ajoutant d'autres sexes, par exemple les personnes intersexes, ultimement on veut convaincre la population que le sexe se définit selon un continuum. Ce faisant, les catégories mâles et femelles deviennent arbitraires et il devient normal que tout un chacun, indépendamment de ses chromosomes, de sa morphologie, devienne libre de s'identifier selon un ressenti comme étant de sexe mâle, de sexe femelle, sans sexe ou les deux à la fois. C'est le credo des activistes du mouvement antibinaire de rejeter sexe comme identifiant social pour laisser toute la place à l'identité de genre. On transforme donc une réalité observable, la binarité sexuelle, en une identité subjective qui n'a aucune emprise sur la réalité. Or, la nature se fout des ambitions sociologiques et idéologiques de notre espèce. Une réalité observable comme le sexe binaire ne peut pas être déconstruite parce que des bien-pensants veulent imposer leur vision de la vie en société. Malheureusement, cette idéologie a déjà imprégné notre système de droit, puisqu'il est maintenant possible, sur simple demande, de changer la mention de sexe dans nos documents officiels, et ceci inclut l'acte de naissance. Il s'agit d'une grave erreur, puisque cette fausse vision du sexe, fondée sur un ressenti, remet en question des droits et des normes pour des groupes vulnérables, incluant les femmes, les homosexuels et les enfants. Il faut aussi comprendre que, ultimement, cette pseudoscience n'est pas nécessaire pour garantir des droits aux personnes transgenres ou ayant des morphologies intersexuées. En fait, cette pseudoscience nuit à leur émancipation. Du côté des écoles, il n'y a vraiment aucune raison scientifique ou pédagogique valide pour que nos écoles continuent à utiliser du matériel suggérant l'existence d'autres sexes que mâles et femelles en se basant sur l'existence de rares individus intersexes, qui sont en fait des mâles et des femelles. Cet endoctrinement doit cesser.